Nous sommes au troisième jour depuis que cette campagne d'appui au vote de la loi d'accès à l'information a été lancée. Cette activité a été lancée formellement en ligne avec la participation d'acteurs multidisciplinaires depuis le lundi passé. Et elle a consisté beaucoup plus pour nous à inviter le plus d'engagement possible des organisations de la société civile, des médias et toutes les personnes de bonne volonté qui comprennent l'importance de cette loi à appuyer, non seulement à participer le plus activement à la campagne, mais aussi à appuyer, pour ce qui les concerne, chacun dans son domaine, le vote et la promulgation de la loi d'accès à l'information publique. Nous avons expliqué le plus largement le contenu de ce droit qui est en fait plus fondamentalement un droit de l'homme inscrit dans notre Constitution à son article 24, mais beaucoup plus inspiré par les instruments juridiques internationaux auxquels le pays est parti. L'un des plus importants de ces institutions, de ces instruments internationaux, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, à son article 19, proclame que tout homme a le droit à la liberté d'expression et que ce droit est, du point de vue de pratique, contient le droit de rechercher toutes les informations, de les diffuser sans considération de support de diffusion. Vous inscrivant ainsi dans cette compréhension, en espérant que cette compréhension est partagée entre nous tous, je voudrais juste me limiter à vous souhaiter la bienvenue à ce deuxième webinaire sur la thématique qui a été déjà annoncée par Internews. Je voudrais terminer plutôt en disant merci de la part du Centre d'échange pour des réformes juridiques institutionnelles, le CERJ au compte duquel j'interviens aujourd'hui. Merci donc à tous les partenaires qui appuient cette campagne, et tout particulièrement l'USAID, la Suisse et la Suède, qui à travers leurs fonds et à travers leur accompagnement technique ont pu permettre à ce que cette campagne se tienne. À Internews, bien entendu, pour son côté opérationnel. Grand merci, et donc je vais laisser la parole à Mille RDC qui va probablement ouvrir alors cette deuxième tranche d'échange et des questions et réponses autour de la question qui nous réunit aujourd'hui. Merci. Juste pour le mot des ambassadeurs. Ah, d'accord. Tu vas revenir après. Suède. Nous allons passer au mot. Merci, Maître Charles Mouchizi. Le débat sur l'accès à l'information a été lancé à l'initiative d'Internews, appuyé par certains bailleurs de fonds. En tant que média d'information en ligne, nous sommes très très contents de cette initiative parce qu'elle commence déjà à porter des fruits. Tous les médias d'information en ligne qui participent à ce projet ont lancé justement sur leur plateforme numérique cette campagne de sensibilisation, et on a vu déjà que dans les interactions
Chers amis, nous vivons toutes et tous dans une situation particulière, en face d'une pandémie qui touche le monde sans précédent. Nous continuons en même temps à défendre nos valeurs communes. Parmi ces valeurs sont le développement démocratique et paisible d'un pays, où toute la population vit dans une société démocratique, accessible et transparente, où la population peut suivre et s'informer sur l'organisation de la société et des services de base, le travail du Parlement, du gouvernement et des institutions publiques, et le développement et les réformes effectuées dans son pays. L'accès à l'information publique est un droit humain fondamental qui est garanti par les constitutions respectives de nos deux pays. C'est le droit de tout citoyen de demander des informations publiques, d'accéder aux données statistiques détenues ou produites par un organisme public. Et c'est aussi le droit du citoyen d'être informé par des médias responsables, pluralistes et indépendants. La Suède travaille avec Internews, les États-Unis et la Suisse pour accompagner les efforts en RDC et par des Congolaises et Congolais pour améliorer l'accès à l'information publique et la liberté des médias. Avec l'appui de la Suède, les États-Unis et la Suisse, plus de 250 radios communautaires dans 15 provinces et 6 ONG de journalistes bénéficient de ce projet. Pour montrer la solidarité Suède-RDC et la solidarité avec le peuple congolais. Merci. Bonjour à toutes et tous. Le droit à l'information est un élément essentiel du chemin vers la paix et la prospérité en RDC. L'accès aux informations gouvernementales permet aux citoyens de participer activement dans leur communauté et au développement de leur pays. Pourquoi la Suisse appuie le plaidoyer pour l'accès à l'information publique? En principe pour 2 raisons. Une, pour les valeurs qui sont liées avec la démocratie, et 2, aussi pour encourager les organisations de la société civile congolaise dans leur travail par rapport à l'accès à l'information publique. Un mot peut-être par rapport à la démocratie. La démocratie est très fortement liée avec la gouvernance. Il y a des différents éléments au niveau de la gouvernance. Un, c'est à voir avec la transparence, et ça c'est fortement lié avec le droit individuel à l'accès à l'information publique. C'est aussi lié avec les droits de l'homme. 2, c'est aussi la participation démocratique, parce que pour accéder à des informations publiques, vous accédez aussi par rapport à la participation au niveau de la démocratie. C'est à voir le 3e élément avec la redevabilité. Et 4e aussi, à la fin, j'imagine, l'accès à l'information publique va améliorer à la fin aussi la gestion de l'État, de l'administration par rapport au pays. Avec ça, on peut dire aussi que la démocratie ou la gouvernance est très fortement liée avec le fameux triangle. C'est à voir avec la démocratie, 1, 2, avec les médias, et 3, avec l'éducation. Ça, c'est les 3 piliers qui sont très fortement liés. Ils sont très importants pour la démocratie dans un pays. On ne doit pas oublier qu'au niveau international, il y a différents pays qui ont donné l'accès à l'information publique à des citoyens et citoyennes. C'est pas quelque chose de spécifique maintenant au niveau de la RDC. La Suisse a l'espoir qu'à la fin, le pays, la RDC, va avoir une loi pour l'accès à l'information publique, parce qu'à la fin, c'est une contribution pour le développement du pays, pour le développement aussi de la population
de la population congolaise au niveau du pays. Merci. De l'ambassadeur des États-Unis qui nous appuie au travers de l'Agence américaine pour le développement USAID. Bonjour à toutes et tous. Le droit à l'information est un élément essentiel du chemin vers la paix et la prospérité en RDC. L'accès aux informations gouvernementales permet aux citoyens de... Bonjour à toutes et tous. Le droit à l'information est un élément essentiel du chemin vers la paix et la prospérité en RDC. Bonjour à toutes et tous. Le droit à l'information est un élément essentiel du chemin vers la paix et la prospérité en RDC. L'accès aux informations gouvernementales permet aux citoyens de participer activement dans leur communauté et au développement de leur pays. Il aide également le gouvernement à élaborer de meilleures politiques qui répondent aux besoins des citoyens. Bonjour à toutes et tous. Le droit à l'information est un élément essentiel du chemin vers la paix et la prospérité en RDC. L'accès aux informations gouvernementales permet aux citoyens de participer activement dans leur communauté et au développement de leur pays. Il aide également le gouvernement à élaborer de meilleures politiques qui répondent aux besoins des citoyens. Des données et d'informations gouvernementales plus transparentes garantissent une concurrence loyale et ouverte pour une économie de marché efficace dans laquelle les citoyens congolais ne sont pas exploités. L'accès à des informations publiques précises peut aider le gouvernement à fournir de meilleurs services publics et à lutter contre la corruption qui freine le développement. Ces droits de l'information, ensemble avec la liberté de la presse, forment le fondement d'une véritable démocratie, une démocratie où les citoyens ont une voix. Au fil des années, le gouvernement des États-Unis a entendu l'appel des Congolais à améliorer l'accès à l'information. Nous soutenons votre appel à l'adoption de la loi sur l'accès à l'information et à la modification de la loi de 1996 sur la liberté de la presse pour dépénaliser les délits de presse. L'accès des citoyens à l'information et la liberté de presse vont de pair. Il y a liberté de presse uniquement lorsque les citoyens peuvent accéder librement à l'information. Ce n'est pas un faveur de le gouvernement qui accorde au peuple. Pour tout gouvernement qui veut être démocratique, transparent et responsable envers la population, l'accès à l'information publique doit être considéré comme un droit. Les États-Unis, à travers de l'Agence américaine pour le développement international USAID, soutiennent la liberté des médias et l'accès à l'information en RDC. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Agence suédoise pour le développement international et la coopération suisse. Nous continuerons à travailler avec le gouvernement de la RDC et le président Tshisekedi en faveur de la liberté de la presse et de l'accès à l'information publique. C'est ça qu'on fait à travers de notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité entre les États-Unis et la RDC. Je vous remercie. Appuie la présente campagne. Le CRJ voudrait avant toute chose renouveler sa gratitude à ces trois ambassadeurs, mais aussi à Internews qui, de manière opérationnelle, rend concret cet appui. Alors, pour revenir à l'importance de l'accès à l'information publique et les liens que ce droit a avec le droit de l'homme, que cet accès a avec le droit de l'homme, tels ayant été donc les sujets qui ont été soumis à notre analyse, nous voulons tout d'abord, avec les ambassadeurs, les trois ambassadeurs qui sont intervenus tout de suite, réitérer cette affirmation de l'importance d'accès à l'information publique, notamment pour le développement. Tous les trois ont soutenu l'intervention, l'interaction qui existe entre l'accès à l'information publique et le développement, en cela que cet accès favorise non seulement la participation citoyenne, mais aussi elle impulse une gouvernance fondée sur la transparence de la gestion de la chose publique
mais aussi la redevabilité des autorités qui sont en charge de la gestion de la chose publique. Et donc, telle étant son importance, on ne peut pas le limiter au seul droit des médias pour accéder à l'information, mais plutôt à toute personne de pouvoir accéder à cette information tant que cette information détenue par l'autorité, les autorités publiques de manière générale, est de nature à booster, à favoriser la bonne exécution des activités dans lesquelles chacune est impliquée. Comme on le disait encore lors de l'ouverture de cette campagne, les chercheurs scientifiques ont besoin d'accéder aux sources publiques d'information. Les investisseurs ont besoin de savoir quels sont les secteurs les plus porteurs qui existent dans le pays. Et donc, ils doivent accéder à l'information pour canaliser les investissements avec lesquels ils viennent dans le pays. Les médias doivent pouvoir accéder aux sources de l'information publique afin de produire des analyses qui puissent être les plus informatives possibles et qui puissent former et informer l'opinion. Et donc, il s'agit là d'un domaine de carrefour qui n'est pas exclusif aux médias, qui n'est pas exclusif aux chercheurs scientifiques ni aux investisseurs, mais qui met en synergie plus ou moins sur une sorte de plateforme toutes les activités, toutes les personnes, tous les intervenants possibles, pour autant que ceux-ci recherchent les informations dans le domaine de leur activité particulière, mais que ce soit une information aussi qui est détenue par l'autorité publique. Alors, les liens que l'accès à l'information publique a avec les droits de l'homme est particulièrement systématisé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est en fait le pilier même des principes fondamentaux qui régissent les droits humains en RDC, dans l'univers. À cela, il faut peut-être ajouter, non pas peut-être, il faut absolument ajouter le pacte international relatif aux droits civils et politiques et d'autres instruments internationaux qui sont intervenus à la suite de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour mettre en branle certaines de ces dispositions. Et la disposition phare qui fonde le droit d'accès à l'information, c'est l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dit que toute personne a droit à l'information. Ça, c'est de manière théorique, mais de manière pratique, toute personne a droit non seulement d'accéder aux sources de l'information, surtout lorsque ce sont des informations détenues par les autorités publiques, et de les diffuser éventuellement. Là, on parlerait un peu des médias et des personnes qui sont impliquées dans la diffusion des informations de manière particulière, de les diffuser afin de former, d'informer l'opinion de manière libre, sans entrave. Alors, notre Constitution, qui a adopté le principe édicté par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'a mis dans son article 24. Et donc, c'est un article qui s'inscrit dans le titre 3 de la Constitution, relatif de manière générale aux libertés fondamentales et aux droits humains. En ce moment-là, nous affirmons avec le Constituant en République démocratique du Congo que le droit d'accès à l'information est un droit humain d'abord et une liberté fondamentale. Il ne peut en aucun cas être privé à un citoyen par l'autorité qui est détentrice de l'information. Bien plus, il ne peut y avoir aucune entrave édictée par des textes pour empêcher ou pour limiter cet accès, du seul moment que cet accès ne nuit pas aux droits humains, aux droits des autres, ne viole pas la loi, ne viole pas les bonnes mœurs, ou ne porte pas atteinte à quelques intérêts particulièrement protégés par la loi, mais que ce soit des intérêts légitimement consacrés par le principe de la transparence, de la redevabilité et de manière générale de la démocratie. Et donc, lorsqu'on parle du droit d'accès à l'information, toute personne est concernée. Toutes les structures qui recherchent les informations sont concernées. Il ne peut pas être acceptable, par exemple, qu'un député, un sénateur, qui recherche des informations dans le cadre du contrôle parlementaire le plus classique, soit privé d'accéder aux informations par une autorité publique, gouvernementale soit-elle ou non, du seul fait que la personne qui cache l'information croit que c'est une information qui exposerait particulièrement quelques intérêts particuliers. Nous sommes là devant un droit inaliénable qui est consacré déjà par les textes internationaux prévus, auxquels notre pays est parti et devant lequel nous ne pouvons accepter aucune entrave. Et donc, lorsque nous considérons que tel est le contenu de ce droit, que telle est la nature de ce droit,
la mobilisation qui est voulue dans le cadre de cette campagne doit aller dans le sens d'accompagner le Parlement, d'accompagner les députés qui ont accepté d'endosser le texte qui est en cours de dépôt au Parlement pour être voté. Donc d'accompagner et d'appuyer cette initiative pour que d'une manière définitive, notre pays soit doté d'une loi d'accès à l'information. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent en termes de que faire lorsque une autorité refuse à un citoyen d'accéder à une information particulière qui est en sa possession. L'accompagnement de ce texte va permettre à ce que, justement, l'autorité ne soit plus en mesure de refuser cet accès à l'information, évidemment sous certaines conditions à élaborer, parce que c'est un refus à l'exercice d'un droit fondamental. Une autorité, un gouverneur, un ministre provincial, central ou une autorité qui gère un service public de l'État qui refuse l'accès à un citoyen, à un média, son droit le plus fondamental au sens de l'article 24 de la Constitution et des autres textes internationaux auxquels notre pays est parti. Et donc, je ne vais pas être très long. Peut-être que les échanges ultérieurs qui vont suivre tout à l'heure vont nous permettre d'approfondir un certain nombre de notions. Mais ce qui est fondamental, c'est de retenir que le droit d'accès à l'information publique est un droit de l'homme qui ne peut en aucun cas connaître des entraves et qui ne peut être refusé par une autorité du seul fait de l'usage de son autorité en violation de la Constitution et de ses textes. Je crois que je vais me limiter à ce point-là et attendre éventuellement qu'il y ait des éclaircissements à donner sur l'un l'autre point. Et voilà, je vais remettre la parole à Maître Kwadjo d'Internews qui modère l'activité et peut-être qui pourrait ajouter un certain nombre d'éléments fondamentaux liés à ce même droit et aux modalités de son exercice actuel. Oui, comme l'a dit Maître Charles, le droit d'accès à l'information est un droit reconnu à la personne humaine. Du fait d'être humain, nous avons le droit d'accéder à l'information. Et ce droit est un droit transversal qui lie plusieurs secteurs de la vie nationale et on ne peut pas en empêcher aux citoyens. L'agent public a l'obligation de rendre l'information. C'est d'abord une obligation constitutionnelle, mais aussi son code lui oblige de le faire. Donc nous allons revenir à cela par rapport aux échanges. Il y aura certainement des contributions qui seront faites par les intervenants. Mais nous voulons passer la parole à l'honorable Jacques Njoli, qui va devoir intervenir sur les principes et l'état de la mise en œuvre de l'accès à l'information publique en RD Congo. L'honorable Jacques Njoli va intervenir, nous allons devoir le suivre. Merci. Je vais intervenir sur le droit d'accès à l'information en insistant sur le principe et l'état de sa mise en œuvre en République démocratique du Congo. Mon intervention est donc en parallèle avec ce que vient de dire Maître Charles. Et je vais essayer de faire un effort pour être très court, même si le sujet lui-même est fondamentalement intéressant. Je pars toujours d'un verset. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est, n'est-ce pas, les principes transversales de ces droits à l'information. Mais pourquoi aller dans la Bible? Parce que dans nos lieux, on dit Ouzanga Oyeba et Dali Liwayandam. Ceux qui connaissent les Lingala, ça veut tout simplement dire
quand vous êtes privé de l'information, en fait, vous êtes déjà mort. Et c'est ça la réalité, la fondamentalité de ces droits. Donc le droit d'accès à l'information, comme on dit, c'est un droit de l'homme, un droit fondamental de l'individu, de la société, de chercher à savoir, de savoir et de faire savoir ce qui se passe dans la vie. On parle du postulat essentiel que toutes les informations détenues par le gouvernement, les institutions gouvernementales, les services publics sont des informations au service du public. C'est-à-dire, sont en principe des informations qui ne peuvent pas être cachées, sauf qu'on va le voir, il y a des raisons légitimes qui sont, n'est-ce pas, en contradiction avec l'intérêt général. C'est pas implique donc, comme on a dit, pour le chef de l'autorité publique, de communiquer toute information mise à sa disposition, à donner à toute personne physique ou morale la possibilité d'avoir accès à toute information, et c'est le mot-clé, accès à l'information. Et de quelle information il s'agit? Il s'agit d'avoir des informations qu'on appelle légales, c'est-à-dire les traités, les accords que les États signent.
sous 54, de moins implémenter les garanties juridiques, constitutionnelles et autres d'accès à l'information. Mais il y a des pays qui sont avancés, l'Afrique du Sud, le Nigeria, même l'Éthiopie. Vous comprenez pourquoi de faire un lien entre le développement de ces États et les droits d'accès à l'information. Il y a comme un tableau synoptique et parallèle entre l'accès à l'information, la démocratie et le développement. Alors, chez nous, l'article 24 que nous venons d'évoquer, je ne vais pas être méchant, mais ça a un peu un aspect décoratif, tout simplement. Parce que la culture dominante, c'est la culture de l'opacité, la culture du secret d'État, le secret de l'administration. L'administration, pour dire les procès de ça, juste la mise en place d'un cadre permettant, n'est-ce pas, la mise en œuvre de cette culture d'accès à l'information. Et pourtant, sur le plan du droit de la législation, il y a plusieurs textes, mais des textes éparses, qui manquent de cohérence et surtout qui sont liés à cet article 24 de ça. Il va par exemple du code de la famille, qui exige, n'est-ce pas, l'institution des registres d'état civil accessibles à tous. Et c'est l'article 91 et 91. La loi sur le barreau, la loi sur le commerce, prévoit que toutes les entreprises qui sont enregistrées dans l'UPF soient accessibles aux citoyens. Le code minier sur le contrat minier doivent être publiés. Notifier la loi de principe relatif à la protection de l'environnement. À l'article 8, la loi sur la conservation de la nature, la loi sur le cours de pente, ce qu'on appelle la loi foncière, la loi de 73, qui demande l'accès au registre des enregistrements, des certificats d'enregistrement. Et tous ces textes fragmentaires, épars sont là, mais ne sont pas vitalisés par une volonté politique, mais surtout par le socle de la constitutionnalité pour donner une cohérence sur les devoirs de transparence, sur le devoir de redevabilité. Et c'est en fait l'objet de la loi qui a été déposée depuis 2009, qui n'a pu être discutée qu'en 2015 et qui est encore en train de traîner dans les tiroirs de l'Assemblée, qui doit venir résoudre ces vides. Cette loi-là répond aux questions sur la définition du droit d'accès à l'information, les conditions, les possibilités d'information, le droit de recours. Il manquait l'organe de régulation. Je crois qu'on va y arriver. Donc, c'est à ce niveau-là que nous sommes et nous espérons qu'avec le concours de tous, nous allons faire la pression que nous puissions arriver à mon soin faible, semble-t-il. Nous puissions arriver à avoir finalement une loi d'accès à l'information, mais que nous ajoutons une transparence de l'action publique. Parce que c'est là la clé de la question. Le contrôle citoyen ne peut y être, la démocratie ne peut s'instaurer que s'il y a accès à l'information, s'il y a transparence, s'il y a redevabilité. Et ici, je profite de cette tribune pour dire que si nous voulons avoir un État fonctionnel, si nous voulons avoir un État compétent, nous devons faire un effort pour que cette loi soit adoptée. Je sais que la loi ne suffit pas, c'est quelque chose, mais surtout que nous tous les dénoncions, nous puissions comprendre que toute liberté, tout droit à vie, c'est un droit conquis. Si nous voulons instaurer le gouvernement participatif, si nous voulons avoir de meilleures politiques publiques, c'est à vous de nous assumer. Ce n'est pas l'ambassadeur de Suisse, ce n'est pas l'ambassadeur des États-Unis, ce n'est pas l'ambassadeur de Suisse. Ils ont eu droit depuis longtemps. C'est un impératif interne. C'est un devoir civique de nous approprier notre démocratie et d'avoir une bonne démocratie. Il faudrait, comme dit notre Constitution, et celle-ci passe par l'adoption et surtout l'interrogation d'une loi d'accès à l'information
à la transparence de l'action politique. Je vous remercie. Oui, merci à l'honorable. Merci à l'honorable qui s'est longuement étendu sur la question du droit d'accès à l'information publique. Il a eu à relever la dimension active et la dimension passive du droit de la question de l'accès à l'information publique. La dimension active qui consiste pour les citoyens d'aller chercher l'information qui est détenue ou bien produite par les administrations, et la dimension passive qui consiste à se caler et à se connecter sur une fréquence ou bien à se connecter sur un site des médias d'information en ligne. Ça, c'est la dimension passive. Donc, il a souligné le fait que c'est la responsabilité de tout un chacun. Tout membre de la communauté congolaise doit prendre conscience que cette question la concerne. La question de l'accès à l'information publique ne concerne pas seulement le journaliste, mais c'est tout citoyen qui a droit à l'information. Les autorités doivent inculquer la notion de la redevabilité, apprendre à rendre compte. Il a relevé le fait si les bourgmestres font les rapports. Pourtant, ils ont un mandat public et ils sont dans l'obligation de rendre compte. Donc, c'est un exercice à inscrire dans le temps. C'est une mentalité qui doit être inscrite. Même dans nos familles, est-ce qu'on a l'habitude de rendre compte lorsqu'on vous confie des tâches? Donc ça doit commencer par la base pour remonter jusqu'au sommet. Donc après ces exposés, nous allons devoir passer aux contributions et aux questions. Que cela n'aille pas dans le sens d'accuser X ou Y, mais dans le sens de contribuer. Alors, nous allons procéder à... Nous avons 30 minutes, nous irons jusqu'à 11h50. Nous allons procéder à... Parce que l'honorable a d'autres obligations, il n'est pas sur place ici à Kinshasa. Donc il est en déplacement. Donc là, nous avons eu à l'avoir pour quelques heures. Et nous allons procéder à ceci. Ceux qui veulent poser des questions, ceux qui veulent réagir, nous allons prendre une première série de 5 ou 7. Vont devoir voir leur écran. Pour ceux qui sont sur la plateforme d'Internews, au coin top gauche en bas, il y a le signe de la main. Donc si tu veux intervenir, tu cliques et là je vais devoir t'identifier puis te passer la parole. Alors pour ceux qui sont sur Facebook Live, peuvent directement poser leurs questions et nous allons devoir les prendre en compte et poser aux intervenants. Donc nous avons 1000 RDC, Israël Moutala, qui est de médias d'information en ligne en RD Congo. Nous avons Maître Charles Mouchizi qui a évoqué la question de l'importance et des liens avec les droits de l'homme. Et nous avons la dernière intervention qui a porté sur les principes et l'état de la mise en œuvre de l'accès à l'information publique. Alors, je consulte mon écran, je vois qu'il y a... il n'y a pas de nom. Y a-t-il des questions? Vous pouvez chatter, envoyer votre question même par chat. À côté de la main, il y a le chat, donc vous pouvez chatter. Des questions, on prend d'abord des contributions s'il y en a. Dan Chimanga. Vous pouvez prendre la parole. Merci pour la parole. Dan Chimanga. Ma préoccupation ou ma contribution. Vous pouvez vous présenter. De la qualité de l'information. Vous pouvez vous présenter. Pardon? Vous pouvez vous présenter brièvement. Dan Chimanga, étudiant en aide de droit à l'UPC. Ok, merci. Posez votre question. Oui, ma préoccupation tourne autour de la qualité de l'information que nous recevons ou de l'information à laquelle nous devons y accéder. Qu'est-ce que les autorités peuvent prévoir, parce que le professeur qui était avec nous, c'est un législateur, c'est un député national, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour filtrer les informations, ou soit les médias qui publient les informations non filtrées, quelle serait une sanction rationnelle pour ces gens de médias? Ok, merci. Il y a une autre question? Je vois, il n'est pas identifié, je vais quand même le prendre. Fellow Internews, je ne sais pas. C'est bon? Allô? Vous avez levé la main?
Oui. Il y a une autre main levée. Troisième rangée là. Oui, vous pouvez réagir. Je vous ai sélectionné, vous pouvez réagir. Vous pouvez réagir. Pas de réaction. Oui, vous avez levé la main. Vous avez à dire. Vous avez levé la main. Vous avez à dire. Vous me suivez? Envoyez un message par texte. Envoyez par texte. Y a-t-il des questions? Pardon? Oui, après ces exposés, après ces interventions, oui, vous pouvez chatter. Sur Facebook Live, y a-t-il des questions? Allô? Activez votre micro si vous voulez prendre la parole. Activez votre micro. Il n'y a pas de questions. Monsieur Lazi. Vous pouvez activer votre micro, Monsieur Lazi. Monsieur Lazi. Monsieur Lazi. Activez le micro et puis vous pouvez poser votre question. Oui, nous passons la parole à Alphonse Kamkenji. Alphonse Kamkenji. Alphonse Kamkenji, vous pouvez prendre la parole? Alphonse Kamkenji. Oui, nous avons un message qui nous vient par chat. Y a-t-il des contributions? Nous avons les amis du réseau uni contre la corruption en Afrique. Je ne sais pas s'il est là, M. Jimmy Kandé, le coordonnateur des réseaux unis contre la corruption. Nous avons Goma avec nous, M. Jacques Wagheni, coordonnateur du Korakon. Avez-vous une contribution? Monsieur le professeur Chimanga de l'UFASIC, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, que c'est lui qui veut prendre la parole, qu'il ouvre le micro et puis qu'il... Oui, allez-y. Allez-y. Ouvrez le micro. Allez-y. Oui, présentez-vous et puis... Oui, allez-y. Allô? Allô? Oui, c'est M. Christophe. Allô? Oui, allez-y. Oui, c'est M. Christophe Kongondé. Je suis de l'action contre les violations des droits des personnes vulnérables. Oui. La CVDFS sont basés à Kingawa. Oui. La question est en rapport la communauté de base sont souvent négligées. C'est-à-dire
les communautés qui sont dans les périphéries de la ville province de Kinshasa. Nous louons cette initiative et cette campagne, mais nous constatons que la population au niveau de la périphérie n'est pas au courant de ce que vous êtes en train de faire. Donc, je pense que nous, dans les prochains jours, organiser ce genre de campagne, même au niveau des quartiers comme Kimbanté et les Gili Maloko. Parce que ce que vous dites là est bien. Mais je vous dis sincèrement, moi je suis sur terrain, la population au niveau de la périphérie ne connaît absolument rien par rapport à ces projets de loi ou par rapport à cette loi. Donc, nos actions contre les violations de droits de personnes vulnérables, nous sommes prêts à vous accompagner pour tout justement commencer déjà à vulgariser ces projets de loi au niveau de la population. Parce que la société civile aujourd'hui c'est envié. Ce qui se passe envié. Mais la population sur le terrain passé, moi je vis sur le terrain, je connais un peu comment ça se passe. Et j'étais surpris par rapport à cette organisation. Si je le savais depuis la semaine passée, sinon j'allais mobiliser quelques structures de la base pour qu'ils puissent participer aussi à cette activité. Donc voilà un peu ma préoccupation par rapport à cette activité. Merci. Ok, merci monsieur Crispin. Votre préoccupation est prise en compte. Nous croyons que nous allons on va entrer en contact avec vous. La campagne va jusqu'au 23 septembre. Et la semaine prochaine, nous avons d'autres conférences. Et je crois qu'après cette activité, on va prendre rendez-vous avec vous pour essayer de voir la perception de la question de l'accès à l'information publique au niveau des milieux urbano-ruraux. Tout à fait. Ok. Vous accompagnez Merci de nous. Vous avez notre email. Envoyez-nous par chat. Envoyez-nous par chat vos coordonnées. Envoyez-nous par chat. Ok. Faites un message sur chat, oui. Nous attendons votre numéro de téléphone, vos coordonnées. Merci. Merci. Y a-t-il... Oui, il y a des questions qui nous viennent. Quel est l'apport technique des institutions publiques, je crois? Quelle doit être la stratégie appliquée par la population pour faciliter l'adoption de la loi à l'accès à l'information publique? Donc la première question, c'est quel est l'apport technique des institutions du pays pour faciliter l'accès à l'information publique, le cas du Parlement? Oui, comme vous le savez, l'un des objectifs du développement durable, la cible 1610, demande à ce qu'on puisse assurer l'accès public à l'information à travers les lois nationales. Donc je crois que cette question vient de Félix Kazagidi, qui est de l'École nationale de l'administration. Oui, on va prendre deux autres réactions. Je vois, il n'y a pas de nom. Fellow, je crois que c'est... oui, vous pouvez prendre la parole. Vous activez votre caméra puis vous prenez la parole. Bonjour. Bonjour. C'est M. Wilfried Galag, Maître Galag. Maître Galag, oui. La question, vous la posez à qui? C'est le professeur Joly. Professeur Joly. Oui. La semaine, la fois passée, lorsque nous avions suivi la conférence, ces interventions étaient pertinentes. Un peu fort. Et ça nous a permis de savoir que les informations du professeur et ces informations étaient pertinentes, qu'il y avait des gens qui étaient confidentiels, dont l'administration pouvait garder secrète pour elle. Mais cette fois-ci, je pose une question qui est pratique. La question est que il arrive de fois où l'autorité
qui est censé livrer l'information crée obstruction, donc refuse de la livrer. Et après que nous ayons recouru auprès du juge, en l'occurrence le juge administratif, il arrive que l'autorité refuse à nouveau d'exécuter même la décision du tribunal, lui obligeant de livrer l'information au requérant. Et l'axe de la question, c'est celle-ci. Par rapport à un comportement pareil, qu'est-ce que la loi prévoit ou quels sont les mécanismes qui sont prévus pour contraindre cette autorité jusqu'à ce que celle-ci puisse livrer l'information à bon escient? Je vous remercie. Merci. Donc, on revient encore par une question par rapport au refus de l'autorité à pouvoir livrer, à mettre à la disposition du citoyen l'information qu'il désire. Alors, bonjour, je suis SOP. Est-ce que vous pouvez prendre la parole? Bonjour, je suis SOP. Bonjour, je suis SOP. Vous pouvez prendre la parole? Je vois deux mains levées. Monsieur Lazi, vous avez... Monsieur Lazi? Monsieur Lazi, vous revenez? Monsieur Lazi? Bon, on va passer aux réponses. L'honorable va devoir réagir par rapport à quel est l'apport technique des institutions des pays pour faciliter l'accès à l'information publique dans le cadre du Parlement. Et puis, que faire lorsque l'autorité censée refuse de livrer l'information? Vous allez revenir après. Vous revenez après la réaction. Refuse de livrer l'information. Et puis, il y aura un complément peut-être de MIL-RDC ou bien de Maître Charles. Honorable, vous avez la parole. Merci, Maître Paul. L'étudiant Nanchimaka a posé effectivement la première question sur la qualité de l'information et il voulait savoir quelles sont les sanctions contre les médias qui diffusent des informations toxiques ou nocives. Je voudrais d'abord lui dire que le droit d'accès à l'information n'est pas simplement des institutions publiques. Il est étudiant à l'UPC, il a droit d'accès à l'information. Par exemple, maintenant, il doit savoir si oui ou non il y a cours, il doit savoir la date des examens. L'étudiant a le droit de savoir pourquoi il a eu 2 sur 20. Il a le droit d'accès à sa copie. L'étudiant a le droit de savoir quand est-ce qu'on a examiné le cours. Ce n'est pas un droit à la politique, il y a une pleine politisation. C'est un droit humain et à cette matière-là, c'est un droit universel. Alors, en ce qui concerne les sanctions, très souvent d'ailleurs, les mauvaises informations sont le fruit, comme nous l'avons dit l'autre fois, de l'absence de professionnalisme et de code d'éthique. Je crois que les journalistes doivent dépolluer leur métier et ne pas laisser à tout le monde le pouvoir de manipuler l'information. Une information doit être traitée. Et je sais qu'avec l'explosion, la digitalisation de l'information, il y a ce qu'on peut appeler la cybercriminalité. Mais le droit aujourd'hui est en train d'évoluer pour, n'est-ce pas, retrouver ceux qui diffusent des informations attentatoires à l'ordre public comme la sécurité, la cible des cyberterrorismes, mais aussi des informations attentatoires à la vie privée des citoyens. C'est comme des images pornographiques, tout cela, aujourd'hui, le droit pénal est en train d'aiguiser ses outils, n'est-ce pas, pour combattre cette situation. Mais ceci n'empêche pas le pouvoir public, n'est-ce pas, à mettre à la disposition des citoyens les informations. Et je l'invite, il est en deuxième licence,
d'ouvrir ces réflexions à ce qui concerne la recherche pour avoir comment, n'est-ce pas, maîtriser cette nouvelle chaîne de production des informations en matière, n'est-ce pas, d'usage de l'Internet notamment. Alors, une autre question qui nous a été posée, c'est sur l'obstruction. C'est d'ailleurs un des objectifs de la loi d'accès à l'information et à la transparence, parce que l'administration ne peut évoquer les secrets que de manière exceptionnelle. Comme je vous ai dit, la divulgation, la règle, la rétention et l'expression. Et pour retenir ou refuser, il y a des critères. Par exemple, que cette information peut mettre en danger la société. Et cette information, cette limite soit létale. Et tout ça, ça doit s'étudier dans la loi de l'information. Et au cas où il y a une obstruction, lui-même l'a dit, il y a le juge administratif. Au-delà du juge administratif, il y a ce qu'on appelle dans beaucoup des États, par exemple, l'ombudsman, c'est le cas du sud de la Suède et des pays comme l'Éthiopie. On crée une autorité indépendante, même constitutionnelle, de régulation. Et lorsqu'on refuse d'appliquer la décision de cette autorité, et surtout, les juristes, comment peut-on imaginer l'administration se refuser? Parce que l'article 100 de la loi de la Constitution est clair, il est dit que la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Et les arrêts et les jugements, ainsi que les ordonnances de tous ces jugements, sont exécutés au nom du président de la République. Vous avez vu dernièrement, l'Assemblée a refusé d'appliquer une décision du juge administratif, mais l'autorité judiciaire a recouru à la police pour empêcher le Parlement d'exiger. Mais on espère qu'on va aller dans ce sens pour toutes les autres décisions qui ne concernent pas simplement les institutions politiques, mais aussi les citoyens. Voilà ce que je peux dire. Ok, est-ce que l'un des intervenants peut compléter? On a parlé de la question de l'information, la mauvaise information qui est rendue par les médias. Voilà, MIL-RDC qui est là peut peut-être en jouant dans le boom numérique avec les nouvelles technologies de l'information. Oui, MIL-RDC. Oui, merci de la parole. D'abord, j'aimerais dire que notre association... Vous allez prendre après. On finit d'abord avec cette série de réponses. Vous allez réagir après. Hein. Je vais vous donner la parole après. Merci. Notre association combat de la... En fait, j'ai patienté, je suis dans une autre réunion, je vais partager. Je dirige une autre réunion ici, là, je vais faire mes observations. Oui, donnez juste quelques minutes. On revient à vous. Quelques minutes. Quelques minutes. Merci. MIL-RDC, notre association, combat farouchement les fake news. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Mais j'aimerais d'abord aussi préciser que les fake news n'est pas que le fait des médias d'information en ligne ou de tous ceux qui s'apparentent aux médias d'information en ligne. On a vu aussi que certains médias dits traditionnels qui se sont livrés à de la désinformation par le passé. Et donc ce n'est pas d'abord une exclusivité des médias d'information en ligne, mais qu'à cela ne tienne, MIL-RDC les combat de manière vigoureuse. Mais j'aimerais aussi dire que absolument toute information, pour toutes les personnes qui ont fait les écoles de journalisme savent que l'information des données, l'information doit être traitée avant sa diffusion. Et donc, une fois qu'une information est collectée, elle doit justement être traitée pour qu'elle soit potable, pour qu'elle soit diffusable. Et là, c'est un principe. Donc, sur la question Alors, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, je reviens à vous. Donnez-moi quelques minutes. Du droit à l'information. Pardon, donnez-moi quelques minutes, je reviens à vous. Et j'aimerais terminer, par exemple, sur la question des institutions pour réguler le droit à l'accès à l'information. Bon, je suis d'accord avec le professeur Joly, mais partiellement d'accord sur
la création d'une autre autorité pour voir si le droit à l'accès à l'information est respecté ou pas. Moi, je pense que l'architecture institutionnelle aujourd'hui est en mesure de répondre efficacement justement à faire respecter ce droit une fois qu'il y a la loi. Ça veut dire qu'une fois, si le recours administratif échoue, je pense que les juges peuvent ordonner justement peuvent contraindre une autorité à donner une information pour autant qu'elle n'est pas confidentielle. Et donc, voilà à peu près ma petite contribution. Maître Jean-Michel Mvondo du RESIC, vous pouvez prendre la parole, votre contribution. Bonjour, merci. Merci, Maître Jean-Michel. La première initiative de faire la campagne au niveau virtuel pour une grande sensibilité. Alors, j'ai une question d'ordre méthodologique et stratégique. Je crois que Internews a appuyé, continue à appuyer la société civile depuis bien longtemps à cette question du processus. Mais moi, mon observation est que je ne parle pas des lois, mais je parle de la méthodologie et la stratégie de l'action. Moi, je pense, et j'ai comme l'impression que maintenant, c'est l'Internews qui prend tout la main pour organiser la campagne. Mais cette façon-là, moi, je n'adhère vraiment pas. Oui, merci. Pourquoi je peux parler pendant quelques minutes? Oui, allez-y. Parce que, la question de plaidoyer ici, c'est une question aussi de souveraineté. Vous vous souvenez d'abord, on peut avoir en mémoire frais la conférence, le forum que le porte-parole a initié. Si la conférence peut-être n'a pas marché, entre autres raisons, parce que les gens ne peuvent pas comprendre que les choses du Congo se règlent à partir de l'étranger. Et tout ça, là, les grands problèmes, même dans les réseaux sociaux, on a vu tout ça a été circulé. Pourquoi l'université de Liège vient organiser? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une question de souveraineté, chaque fois qu'il y a une question de processus pour la loi, si une institution étrangère, parce qu'Internews a le statut d'une organisation étrangère, c'est pointe devant, je crois que ça va essayer un peu de biaiser le processus. Moi, à ce que je sache, ce que je connais comme stratégie, j'aurais mieux voulu que si Internews avait compris qu'il y a peut-être des petits problèmes au sein de la société civile, nous renforcer pour que ça soit approprié d'abord par les nationaux, par les organisations nationales. Merci. Le devant. Donc, merci. Je veux vraiment tirer le sentiment. Merci pour cette sonnette d'alarme. Nos bureaux sont ouverts. Nous sommes prêts à recevoir vos suggestions. Donc, passez à nos bureaux du lundi à vendredi. Nous sommes là et nous pourrions échanger puis recadrer. Là, il faut recadrer. Et nous pourrions peut-être... C'est un espace aussi de discussion avec les organismes. Mais la question n'est pas à aborder sur cette plateforme. L'objet, c'est par rapport au plaidoyer de l'accès à l'information publique. Et il y a le CRJ qui mène la campagne et la semaine prochaine, le collectif sera là avec Maître Nyangabo. Donc je crois que ici, c'est par rapport à la question d'informer sur l'accès à l'information publique. Donc si les questions par rapport au plaidoyer, je crois que j'ai dit que nous sommes ouverts de 8h30 à 17h30. Vous pouvez passer, on va échanger et puis on pourra recadrer les faut recadrer. Merci de votre participation. Si vous n'avez plus d'autres choses à ajouter, je vous remercie et nous allons tenir compte. Merci. Il y a des questions à poser au professeur Njoli. La question qui est posée au professeur Njoli, c'est quel remède à apporter à ce grand problème de la désinformation dans notre pays qui est devenu normal chez certaines personnes? Quel remède à apporter à ce grand problème de la désinformation dans notre pays qui est devenu normal chez certaines personnes? Deuxième question pour le professeur Njoli. Le principe qui veut que toute information doit être divulguée au public, comment concilier ce principe avec le domaine militaire? Les informations qui relèvent de la sûreté de l'État. Une autre question au professeur Njoli. Le professeur Njoli pourra nous rappeler les lois régissant cette matière de l'information. Une autre question, oui, comment concilier, quel remède, voilà. Question au professeur Njoli,
l'emprise de la politique sur l'information et les moyens d'information. L'emprise de la politique sur l'information et les moyens d'information. Il y a une autre question qui revient. La question de Tabitha Kapinga n'est pas très claire. Que pensez-vous pour des coins qui ont pas... Ah ouais. Que pensez-vous, on a parlé des milieux ruraux. Que pensez-vous des zones qui n'ont pas accès à l'information? Une autre question, comment 1000 RDC contribuent ou aident les médias membres de cette coopération à avoir accès à l'information en général et publique en particulier? Comment 1000 RDC contribuent ou aident les médias membres de cette corporation à avoir accès à l'information générale et publique en particulier? Donne-t-il la chance à tous les médias en ligne de Habari RDC et ICOFEM? Il y a une autre question qui vient. Dans le vif du sujet, il y a un commentaire. J'aimerais bien dire sur les attitudes de l'information publique donnée par certaines autorités et par d'autres autorités. Nous verrons bien qu'il y a différence, mais nos médias lignes se basent sur les tâtonnements de l'information donnée par ces autorités. Comme nous avons le droit et l'accès à l'information publique, pourquoi nos prétendus informateurs ne descendent pas sur le champ pour nous recueillir des bonnes données afin d'avoir une bonne information au lieu de rester à suivre les acharnements des politiciens? Par exemple, les chiffres du projet de 100 jours donné par les partis au pouvoir et celui donné dernièrement par Fayou font la contradiction en nous, la population. C'est à nos informateurs de recueillir des bonnes données pour nous informer, venant de Andrino Akuba. Une autre préoccupation. J'aimerais bien dire sur l'exactitude de l'information publique donnée par certaines autorités et par d'autres autorités. Nous verrons bien qu'il y a différence, mais nos médias en ligne se basent sur le tâtonnement. Voilà, ça c'est déjà dit. Ça c'est Lauriane, hein? Lauriane Kizamina. L'accès à l'information RDC dépend de la préférence des médias. Certaines autorités ouvrent leurs portes aux médias qui sont alignés à leur idée. Il faut être reconnu pour avoir accès. On oublie qu'il y a aussi ceux qui font bien leur travail et on a besoin des informations, mais ils sont étouffés venant des lignes Manzinda. Donc je crois que ce sont là les questions que nous avons enregistrées. Professeur Njoli, vous pouvez réagir. Comment est-ce que vous contribuez à améliorer à combattre la désinformation et l'information par rapport au secret militaire, au domaine militaire? Comment est-ce que vous le conciliez? Et voilà, je crois qu'il y a d'autres questions. Ok, merci beaucoup. Ce qui concerne la désinformation, les fake news, comme on les appelle, c'est un phénomène qui est pris aujourd'hui en charge par l'ensemble des législations, aussi bien au plan international qu'au niveau national. Faux tweets qui sont diffusés par minute. On parle de 100 000 tweets. On parle de 500 000 vues par minute sur Facebook qui sont en fait des fausses informations. Il y a même des structures politiques qui ont engagé des armées numériques pour diffuser de fausses informations. Mais tout cela, comme on l'appelle la cybercriminalité, le droit pénal est en train de viser les victimes. Hier, c'est pas un phénomène nouveau, le faux peine, ça date depuis 1500. Si vous lisez la Bible, vous voyez même l'utilisation des espions pour désorienter les autres. De fausses informations. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des outils pour combattre. Et aujourd'hui, que ce soit Google et les autres, ont
logiciels pour combattre les fausses informations, pour retrouver les auteurs ou les futurs. Vous avez appris d'éléments qui a, je n'ai pas vérifié, un citoyen congolais qui a été retrouvé par Facebook, qui était en train de diffuser les fausses informations. Eh bien, ces gens doivent être poursuivis, condamnés. En fait, l'outil Internet n'est qu'un support comme tous les autres supports, comme le papier, comme le journal, comme l'image, pour diffuser la fausse information, et les matières ou les outils traditionnels doivent peut-être affinés pour combattre ces fake news. Donc, on peut le combattre de cette manière, de manière répressive, mais aussi de manière préventive, en diffusant de bonnes informations. Et là, il appartient au pouvoir public, aux entreprises, de donner les fausses informations. Par exemple, sur la santé des hommes publics aujourd'hui, lorsqu'on donne sa candidature, il faut donner sa fiche de santé pour ne pas laisser libre cours à les informations. Mais là encore, il y a un problème entre la frontière entre la vie privée et la vie publique. Et quand on public, jusqu'où on peut y aller, jusqu'où on ne peut pas y aller. Mais les outils de droit doivent être affinés. Ils existent ces outils-là pour combattre le faux bruit, la propagation de fausses informations, qui sont des dispositions constitutionnelles qui sont plutôt pénales, qui sont prévues. À ce qui concerne la divulgation des secrets militaires, je vous ai dit que le droit à l'information, le principe c'est la divulgation. Mais il y a des limites. Et parmi ces limites, ce sont les informations liées à la sécurité nationale, à la défense. Vous avez suivi dernièrement l'affaire Snowden, je crois, des 7 ressortissants américains et autres suédois qui étaient poursuivis parce qu'ils avaient diffusé des informations sur les réseaux sociaux, des informations classifiées. On ne peut pas les diffuser, mais l'État ne doit pas non plus abuser. Mais quand vous voyez le code pénal, et surtout le code pénal militaire, il y a la diffusion des informations visant par exemple à la démobilisation des hommes, la classification des informations de défense. Donc dans tous les cas, dans la loi, on doit prévoir ces limites, notamment les informations relatives à la vie privée, les informations relatives aux relations internationales et les informations relatives à la sécurité. Mais encore une fois, il faut ce qu'on appelle l'équilibre et en sauvegardant, et ce que je vous ai dit, quels sont les critères qui doivent, n'est-ce pas, asseoir les limites, à savoir par exemple l'intérêt général, à savoir la dangerosité de l'information par rapport à sa diffusion et l'impératif de gestion de l'information. Ce sont des choses qui seront dans la loi et qui doivent aussi, n'est-ce pas, avoir un impact sur le code pénal ordinaire. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Ok. Les lois qui régissent la question de l'accès à l'information publique, est-ce qu'il y a des lois en RD Congo? Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Ok, donc parmi les lois, nous avons la Constitution, l'article 24 de la Constitution, et il y a d'autres lois éparses comme le Code de l'agent public, les décrets de 2002 qui obligent l'agent public à rendre publique l'information. On a le Code foncier de 1973, on a la loi sur les archives nationales de 1978 qui organise la question de l'information publique. Nous avons plusieurs textes. La loi portant principes généraux sur l'environnement. Donc il y a des lois éparses, mais il n'y a pas une loi spécifique qui... Oui, Maître Paul. Oui, honorable. Allô? Oui, donc on évoquait le fait qu'il y avait des lois. Nous pouvons retrouver des lois sur les archives nationales. Nous avons la loi sur le Code de l'agent public de l'État. Le Code de l'agent public de l'État qui oblige l'agent public à pouvoir livrer l'information. Et nous avons la loi portant principe général de l'environnement, l'article 8, qui dit que
la population a droit d'avoir accès à l'information sur les activités environnementales. Nous avons la loi forestière, donc il y a des lois qui passent, mais seulement il n'y a pas une loi qui prend en charge l'information publique comme telle, comment est-ce qu'elle est organisée, comment accéder, que faire en cas de refus, la vie de l'information aujourd'hui. Avec la loi sur les archives, l'information est classifiée 50 ans après. Donc là, vous voyez qu'il y a une entrave par rapport à l'accès à l'information publique. Alors, il y a une autre question on va devoir chuter déjà 12 heures et on va devoir chuter avec 1000 RDC et le CRG viendra à la fin pour clôturer. Voilà. On m'a posé la question de savoir comment est-ce qu'on aide nos membres à accéder aux informations. J'ai bien compris. Bon, nous, en tant que 1000 RDC, justement, parmi nos objectifs, c'est justement de faire le plaidoyer pour que l'accès à l'information soit rendu possible. Donc, nous nous associons à cette campagne appuyée par Internews et par le collectif 24 et par Maître Mouchezi, donc qui porte ce plaidoyer. Nous les accompagnons parce que si le plaidoyer aboutit, nous serons à même d'accéder facilement à l'information. Donc voilà notre objectif en tant que 1000 RDC. Par rapport à Adrino Akuba, je crois, qui a parlé de médias d'information en des termes peu flatteurs. Bon, je dis d'abord qu'il y a beaucoup d'amalgame, comme je dis. Ça veut dire que nous, notre... Je m'excuse parce que j'ai des petites complications avec mon portable. Je n'arrive pas à joindre. Si vous êtes vous me suivez, veuillez m'orienter pour que je participe correctement au débat. Mais je m'excuse pour les complications. Merci. Alors, je disais que par rapport à ça, nous, notre credo, c'est le respect du code d'éthique et de déontologie. Et par rapport aux fake news, on a vu que même que des institutions aussi se livrent aux fake news. On a vu par exemple que le président Trump a fait des faux tweets justement pour induire l'opinion en erreur. Donc, les fake news, la fausse information, sans l'excuser, n'est pas que l'effet des médias. C'est aussi l'effet de gouvernement. Mais gouvernement et médias, nous devons tous lutter contre les fake news. Et une des meilleures manières de lutter contre les fake news, c'est de faciliter l'accès à l'information publique. Voilà pourquoi, en tant qu'organisation de défense des intérêts des médias d'information en ligne, nous appuyons totalement cette campagne pour l'accès à l'information en ligne. Ok. Après cette intervention de 1000 RDC, donc nous allons clôturer la partie échange de contributions. Alors ceux qui ont des questions peuvent rejoindre la page de la campagne. Et vous pouvez poser vos questions, vous pouvez mettre vos commentaires et on pourra continuer avec les débats dans le groupe WhatsApp. Donc, la campagne est ouverte jusqu'au 23 septembre. Nous voulons de contributions constructives à l'édification d'une société ouverte. Ça sera notre pierre à son érection. Alors pour cette activité, Internews a élaboré une brief policy note que vous pourriez télécharger en accédant à la plateforme sur Facebook, la plateforme de la campagne. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces documents qui synthétisent un peu ce que c'est l'accès à l'information publique. Alors pour vous donner une idée sur ces documents, que nous invitons à prendre connaissance, mais aussi à télécharger, que cela soit des questions de recherche, on a parlé du secret professionnel, du secret militaire, on a parlé de la classification, de la déclassification de l'information, que l'on commence à produire des articles, des réflexions à ces sujets pour que notre société soit de plus en plus ouverte et que la RDC puisse adhérer à l'open government. Et nous allons devoir vous faire prendre connaissance en 1 minute ce que nous avons fait de cette brief policy note. Mais avant cela, nous allons devoir écouter l'accès à l'information publique en RDC. Qu'est-ce que l'accès à l'information publique? C'est un droit reconnu à tout citoyen d'obtenir les informations.
L'accès à l'information publique en RDC. Qu'est-ce que l'accès à l'information publique? C'est un droit reconnu à tout citoyen d'obtenir les informations, documents ou données produits ou détenus par les institutions publiques. Pourquoi est-il important? L'accès à l'information publique permet un meilleur contrôle de l'action gouvernementale, un renforcement de la transparence dans la gestion de l'État et des institutions publiques, une responsabilisation accrue des fonctionnaires et des élus et renforcement de la confiance entre l'administration et les administrés. L'accès à l'information publique est un droit humain. Par exemple, dans les domaines de la santé, grâce à l'accès à l'information sur les statistiques sanitaires, les citoyens peuvent mieux se protéger des épidémies et la santé de la population sera donc préservée. De la nécessité d'une loi d'accès à l'information publique en RDC. L'absence d'une loi d'accès à l'information publique ne permet pas aux citoyens d'accéder facilement à l'information détenue par les institutions publiques et encourage ainsi les actes de corruption. Une loi spécifique incitera les institutions publiques à mettre en place des procédures et des mécanismes pour faciliter l'accès à l'information publique. Ainsi sera brisée la muraille du secret professionnel, principal obstacle à l'accès à l'information publique. Vers une loi d'accès à l'information publique en RDC. Après son adoption au Sénat en 2015, la loi sur l'accès à l'information publique a été examinée et améliorée entre 2017 et 2018 à l'Assemblée nationale, mais n'a pas été votée. Après les élections de 2018, les nouveaux responsables du pays se sont engagés pour le vote de cette loi. C'est à la société civile de saisir la balle au bon pour relancer ses plaidoyers. Oui, ça c'est un résumé du brief policy note que nous avons élaboré. Donc nous invitons à prendre connaissance de ce document et même de télécharger ces brief policy notes qui donnent la synthèse de ce brief policy note. Alors, certes, la question de l'accès à l'information publique est une question de souveraineté, mais cela fait partie aussi des concerts des nations. Comme nous avons dit, la RDC a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et l'accès à l'information fait partie de l'article 19 par rapport à la liberté d'expression. Et dans ces concerts des nations, il y a l'objectif pour le développement durable, la cible 1610, qui demande à ce que les États puissent garantir l'accès à l'information publique. Alors nous avons le message d'encouragement d'un des partenaires de l'USAID, comme un des partenaires d'Internews qui encourage la République démocratique du Congo à pouvoir s'inscrire dans la logique de pouvoir se doter d'une loi d'accès à l'information publique. Merci. L'accès à l'information est un droit qui donne aux citoyens les connaissances et les informations nécessaires pour participer de manière significative au processus démocratique et aux décisions concernant leur avenir. Le Parlement de la RDC envisage une loi sur l'accès à l'information. Les États-Unis, mon pays, n'ont pas toujours eu une loi sur l'accès à l'information, mais au fur et à mesure que notre histoire évoluait, la demande populaire augmentait pour accéder aux informations gouvernementales afin de protéger les citoyens et de garantir une société ouverte. Pendant la guerre froide dans les années 60, des milliers d'employés du gouvernement ont été licenciés. Le public américain et le Congrès ont voulu avoir accès aux documents impliqués dans ces licenciements, mais l'accès leur a été interdit. John Moss, un membre du Congrès de Californie, a fait pression pour la loi sur la liberté d'information. Il faut soutenu par des éditeurs de journaux, des journalistes, des universitaires et des scientifiques. John Moss déclara: la tendance actuelle au secret gouvernemental pourrait se terminer par une dictature. Plus il y aura des informations disponibles, meilleure sera la sécurité de la nation. Même si le président Johnson et la branche exécutive américaine ont initialement résisté au projet de loi, le Congrès l'a adopté. Le président l'a signé le 4 juillet 1966, déclarant qu'il avait signé cette mesure avec un profond sentiment de fierté que les États-Unis sont une société ouverte. La loi américaine continue d'évoluer et d'être renforcée par des amendements supplémentaires pour protéger et consacrer l'accès à l'information dans notre pays. En général, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, l'accès à l'information permet aux citoyens de lutter contre la corruption dans la vie publique, de protéger et jouir de leurs droits. L'accès des citoyens à l'information permet aux dirigeants d'être transparents
et responsable envers le peuple. Il est également la base d'une économie de marché juste et compétitive. À travers de notre partenariat entre les États-Unis et la RDC pour la paix et la prospérité, les États-Unis restent déterminés à soutenir la RDC et le gouvernement du président Tshisekedi dans nos efforts à renforcer la démocratie pour l'accès des citoyens à l'information publique et la promotion d'une presse libre et indépendante. Je vous remercie. Je vous remercie. Après ce mot de l'ambassadeur d'encouragement, ce partage d'expérience des États-Unis pour le processus qui est arrivé, je crois, 300 ou bien 400 ans après la Suisse, parce que la Suisse était en 1666 et les États-Unis c'était en 1966. Donc c'est un processus qui prend quand même du temps. Et en Afrique, le premier pays à adopter la loi sur l'accès à l'information publique, c'est en 2000, avec l'Afrique du Sud. Donc là, nous allons terminer cette première semaine de webinaire. Et Sergi, qui porte la campagne avec 1000 RDC, se fera le plaisir de clôturer cette semaine de webinaire. Merci. Merci, bonjour à tout le monde. Grand merci à ceux qui ont participé. Merci avec un peu de désolation pour ceux qui n'ont pas pu se connecter à cause de quelques couacs de la technologie. En espérant que très prochainement, lors du troisième échange, nous serons plus nombreux et plus actifs. Je voudrais donc réitérer mon remerciement, tout en vous saluant à nouveau. Juste avant de clôturer, je voudrais revenir sur la préoccupation de Maître Mvondo et le rassurer pour ce qui est de la prise en charge du transport de la campagne qui est en cours et qui est assumée par deux organisations de la société civile congolaise, à savoir le Centre d'échange pour des réformes juridiques et institutionnelles, le CERJI, pour lequel je travaille, et 1000 RDC, pour lequel le collègue qui a parlé tout de suite avant moi travaille. Donc, il s'agit de deux organisations de la société congolaise qui portent cette campagne, mais qui sont plutôt appuyées par Internews. Ce n'est pas Internews qui porte la campagne. Et comme vous savez, il y a des éléments, dans le contexte actuel, la République démocratique du Congo, qui plonge dans cette thématique tout à fait nouvelle, a besoin de cet accompagnement des organisations qui l'ont appréhendé beaucoup plus avant que nous, afin de faciliter sa compréhension et son acheminement vers son couronnement. Merci encore à tout le monde, bonjour et bon appétit pour ceux qui auront mangé tout de suite. À très bientôt. Est-ce que nous sommes de ceux qui vont manger ?